Bonjour, bienvenue sur cette vidéo intitulée Comment optimiser votre achat immobilier. Donc c'est une vidéo bonus que j'ai déjà présentée lors d'un séminaire et qui a beaucoup plu parce qu'en fait elle a la particularité de bien récapituler tout ce qu'il faut faire et ne pas faire avant d'acheter un immobilier, que ce soit maison, appartement, immeuble. Donc je vais reprendre tout ça, mais avant je vais commencer par une introduction qui va vous rappeler des principes essentiels que vous devez connaître impérativement avant de vous lancer dans un achat immobilier. Pour commencer, voyons les points primordiaux à connaître avant l'achat. La demande locative, donc c'est ce que j'évoque en premier, c'est effectivement très important puisque vous devez être au clair sur ce sujet. Vous devez savoir quelle est la demande locative, quel est le type de demande locative et quel est le prix que vous allez pouvoir louer en fonction de la grandeur de votre appartement. Vous aurez fait des tests et ces tests vous auront montré des choses assez claires. Vous devez savoir, par exemple, que vous allez louer votre T2 450 euros par mois meublé, vous avez fait des tests, vous vous rendez compte qu'il y a une belle demande, donc ça doit être assez clair pour faire vos estimations un peu plus tard. Le deuxième point sur lequel vous devez être bien au clair, c'est que vous vous êtes posé des questions quoi et où, c'est-à-dire la localisation du bien dans la ville et est-ce que vous allez plutôt être sur des appartements ou des immeubles. Alors le premier point, il est important, c'est simplement en fonction des stratégies. Peut-être que si vous êtes sur une stratégie courte durée, vous allez quand même essayer de vous rendre compte si en étant dans le centre-ville ou un peu excentré, c'est la même demande, c'est les mêmes prix. Il y a de grandes chances que non d'ailleurs. Mais vous devez quand même être assez au clair pour avoir des estimations qui sont pas faussées et qui sont au plus justes. En ce qui concerne les appartements ou immeubles, là c'est très important, c'est parce que quand vous allez faire votre visite, il y a des points que vous allez regarder d'une manière différente. Quand vous achetez un appartement, vous aurez des frais de syndic, alors que quand vous allez acheter un immeuble, vous êtes maître à bord et vous allez donc regarder tout l'aspect structure s'il n'y a pas des travaux qui sont à prendre en considération dès le départ. J'ajouterai par rapport à la localisation du bien dans la ville que ça peut avoir une importance sur les travaux. Notamment, je prends un exemple, si vous achetez en centre-ville et que vous êtes dans une zone classée, il y a des travaux, il y a la nature de certains travaux qui vont être à prendre en considération d'une toute autre manière, puisque la ville va vous imposer, alors soit des matériaux, soit des procédés, par exemple une toiture impérativement en ardoise et pas en tuile mécanique. Donc vous devez l'anticiper parce que ça risque de vous coûter plus cher. Alors pour répondre à comment optimiser votre achat immobilier, on va voir différents points. Donc le premier, les points indispensables à vérifier avant l'achat d'un immeuble. Nous verrons ensuite dans un second temps les erreurs à éviter absolument, que ce soit pour l'achat d'un immeuble et d'un appartement ou d'un appartement. Nous verrons aussi que ce qui est très important à comprendre, c'est que la personne qui dirige, c'est bien vous. Vous devez avoir tous les éléments en tête pour diriger la manœuvre et faire en sorte de ne pas être entre guillemets embobiné par le discours alors j'allais dire des partenaires, mais qui seront les discours des agents ou autres qui vont vous dire des choses qui seront peut-être fausses ou alors sur des points sur lesquels ils ne maîtrisent pas tous les sujets. Et enfin, je vous donnerai quelques exemples. Alors, il y a plusieurs types d'exemples. Vous verrez des exemples où j'ai eu des discours et que j'ai bien fait de ne pas écouter. Et je vous montrerai aussi un exemple complet à la fin puisqu'il est intégré à ce diapo. Et ça sera l'occasion de vous montrer un exemple d'achat entier, rentable, qui peut se faire tout à fait dans des villes avec un nombre d'habitants assez moyen. Passons au premier point, les points indispensables à vérifier avant l'achat d'un immeuble. Alors, la première des choses, quand vous allez visiter un immeuble, c'est de regarder la structure. Dans la structure de l'immeuble, il y a plusieurs éléments. On va commencer tout de suite par la toiture. La toiture, elle a une importance, elle a vraiment une grande importance parce que, effectivement, quand on fait refaire une toiture, ça coûte extrêmement cher. Alors attention, je préfère le dire tout de suite, je ne dis pas du tout que si la toiture n'est pas bonne, il ne faut pas acheter, c'est une mauvaise affaire. Je dis simplement que si la toiture n'est pas bonne, vous devez prendre en considération ces travaux dès le départ, de manière à ne pas être embêté quelques années après. Voyons un petit peu les signes. J'utilise la souris ici. Donc, voyez ici, on peut remarquer tout de suite une toiture qui est un peu affaissée. 8 fois sur 10, pour pas dire 10 fois sur 10, c'est signe que les chevrons et les lattes sont en train de plier ou sont en train de s'abîmer. Du coup, vous avez l'ensemble du poids de la toiture qui pèse vers le bas et qui justement prouve qu'elle est en train de s'affaisser. Dans ce cas-là, on voit tout de suite aussi que les tuiles sont certainement à changer, mais on peut avoir la sensation qu'il y a encore plus de problèmes au niveau de la structure puisqu'on a cet affaissement. Quand on pense toiture, on pense souvent voir la toiture de l'extérieur, on voit la gouttière, on voit que les tuiles sont pas belles, mais vous devez aussi aller voir sous les toits.
Alors, sous les toits, évidemment, on va avoir plus des vues comme ça ou comme ça. Vous devez repérer justement si les chevrons, ici et ici par exemple, sont soit abîmés, comme on peut le voir là, soit, j'ai envie de dire, nickel, et auquel cas, vous savez que vous n'aurez pas forcément ça à changer. Vous devez regarder aussi tout ce qui va être latte, transversale, tout ce qui va être petit litho. Regardez bien si, en fait, si la structure de la charpente est saine. Vous voyez, dans ce premier cas, si on estime que la toiture a 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, on voit bien que l'essentiel de la structure en bois n'a pas bougé et qu'elle est, à première vue, assez solide. On voit aussi que les morceaux de bois en parallèle, donc les chevrons ici et les linteaux ici, sont aussi en bon état et que si on avait quelque chose à changer, ça risquerait uniquement d'être les tout petits lithos et la toiture et les tuiles ici. Dans ce cas-là, si je passe en bas, vous voyez que on va avoir certainement des éléments à solidifier. Alors, pas toujours à modifier, mais au moins à solidifier en ajoutant des morceaux de bois. Alors ça, après, c'est un peu technique, mais si vous voyez ça, tout de suite quand même, vous devez demander à un artisan pour savoir ce qu'il y a à faire. Autre point, quand vous allez visiter une toiture sous les toits, essayez dans la mesure du possible de le faire par temps de pluie. Pourquoi par temps de pluie? Parce que si vous avez des espacements dus aux tuiles, vous allez vite le repérer, vous verrez des infiltrations. Alors pas forcément des grosses infiltrations, mais vous verrez de l'eau qui rentrera. Ça peut être super intéressant justement de le faire en temps de pluie. Si vous y allez en temps de pluie et que vous voyez justement de l'eau s'infiltrer, c'est pas forcément grave, hein. Ça peut être dû à la chaleur, des tuiles mécaniques qui se sont rétractées. Il suffira simplement, si la structure est bonne, de prévoir un changement de toutes les tuiles et donc des lithos. Et les personnes en plus en profiteront pour mettre une mousse dessous, pas une mousse mais un film, de manière à ce que ces infiltrations n'existent plus et en plus vous aurez un changement des tuiles. Vérifiez bien à l'extérieur, vérifiez bien à l'intérieur et repérez tous les signes. Au départ, je vous invite à vraiment vous faire entourer par un artisan, et c'est le cas tout le temps, qui est expert, qui est habitué et qui va pas chercher forcément à vous faire refaire une toiture qui est très bonne, mais qui va vous dire attention, là effectivement on a un petit problème, on peut faire ça, on peut juste changer cette partie, on peut juste améliorer ces morceaux-là. Bref, qui vous donnera vraiment des éléments concrets sur la structure et la toiture. Alors, concernant la structure de l'immeuble, on a aussi les fondations. Les fondations, on peut repenser à ce qu'on a vu en termes de bois sous les toits, mais on peut aussi penser aux fondations plus dans les caves. Je voulais juste alerter sur un point, notamment celui des termites, puisque des termites ou même de la mérule, qui est un champignon, on a des secteurs où on a ce genre de pathologie un peu spécifique, et ça, il faut y être très attentif. Il y a certains endroits, notamment autour de Bordeaux, où les diagnostics pour les termites sont obligatoires, mais vous devez déjà avoir des signes qui vous parlent très rapidement. Je pense notamment, je vais prendre l'exemple des termites, où si vous arrivez, vous voyez du bois abîmé, un petit peu comme sur l'image, vous percevez des petits trous et vous percevez des copeaux de bois soit par terre, soit tombés dans des toiles d'araignée qui sont à côté, vous devez éveiller votre niveau de vigilance. Peut-être que vous êtes en présence de termites, et si vous êtes en présence de termites, vous allez devoir prévoir un traitement complètement adapté. Ça, c'est extrêmement important. Vous pouvez aussi avoir la présence de mérules. La mérule, elle se repère assez facilement. C'est un champignon envahissant. Donc ça, c'est pareil. Si vous voyez des choses que vous ne maîtrisez pas, des styles de champignons sur les fondations, appelez un expert, demandez, mais ne restez pas indifférent face à ces signes. Et le dernier point qu'on pourrait peut-être évoquer, qui existe aussi dans certaines régions, dans le bois notamment, et on a les petites bêtes qui s'appellent les capricornes, ont tendance à ronger le bois et peuvent vraiment affaiblir une structure. Regardez bien si vous avez ce genre de signes. Pour information, les capricornes, on peut même les entendre. Si vous ne faites pas de bruit, que vous restez à côté des fondations, on peut même les entendre gratter à l'intérieur. Donc ça, c'est un petit signe qui m'a été donné une petite technique qui m'avait été donnée par un investisseur et qui, au final, s'avère être très réaliste, puisque quand on recherche, on se rend compte que les premiers tests pour les capricornes, c'est justement d'être attentif et être à l'écoute. Alors concernant la structure, une nouvelle fois, ce que vous devez regarder aussi, c'est la façade. Vous voyez, là je pense que vous avez un exemple assez parlant sous les yeux avec cette petite image. Il faut être quand même très attentif aux fissures. Je ne cherche pas à faire peur du tout, mais simplement quand vous voyez des fissures qui sont trop importantes sur la longueur ou sur la largeur, ou des fissures qui apparaissent à la fois à l'extérieur, à la fois à l'intérieur, méfiance, parce que quand on pense fissure, on peut penser tout de suite à des craquements du crépi, craquements très peu profonds de la façade ou de la matière qui est posée sur la façade. Mais vous devez faire attention à ce que ce ne soit pas des fissures de structure, c'est-à-dire des fissures qui sont là à cause de mouvements trop importants ou à cause de structures mal faites, et ce qui fait que la structure en elle-même de l'immeuble ou de la maison ou de l'appartement
ne supporte pas le poids de tout ce qu'il y a au-dessus. Donc ça, il faut être capable d'établir ce diagnostic parce que les réparations sont complètement différentes en fonction justement du type de fissure. On peut aller de la simple réparation qui va générer un problème esthétique, donc on répare pour enlever le problème esthétique, mais vous ne devez pas réparer à ce problème en considérant que c'est uniquement esthétique s'il s'agit vraiment de fissures qui sont liées à un problème beaucoup plus profond, c'est-à-dire de structure. Vous devez avoir une analyse d'un expert si vraiment vous souhaitez acheter un immeuble qui vous paraît rentable, sur lequel vous voyez beaucoup de fissures. Je vous invite quand même, même si tout le reste est nickel, à bien vérifier le type de fissure. Vous avez certains bâtiments qui ont été construits juste après-guerre, qui ont été construits assez vite, dans le sens où il fallait vite reconstruire des maisons parce que c'était après la guerre et il y avait eu beaucoup de destruction, et qui ont été faits à la va-vite. Et qui dit à la va-vite, justement, on a peut-être négligé un petit peu les structures au sol, ce qui fait que la structure en elle-même a du mal à supporter le poids total de l'immeuble. Regardez un petit peu aussi le schéma que je vous ai mis là. Je sais que ça n'apparaît pas tout le temps, mais simplement ça s'appelle un chaînage et ça peut avoir une importance. Il y a certains types de structures qui sont dues en fait alors attention, je dis un mot fort, aux écartements des murs. Alors quand vous avez des murs qui s'écartent, en fait, ce qu'il est possible de faire et qui crée des fissures, il est possible de créer un chaînage. C'est des grandes barres de fer qui sont mises à l'intérieur du mur de chaque côté et on resserre de manière à serrer les murs. L'aspect technique exact pour l'installation, je ne le connais pas, mais sachez que quand vous voyez ce genre de choses, c'est souvent qu'on a proposé un chaînage pour solidifier la structure et éviter que les fissures ne continuent à progresser. Et c'est souvent très réparateur pour les pathologies qui sont vraiment dues à ce genre de problème. Sachez que ça existe, ça se faisait beaucoup à une époque. Il y a eu des fois où on a mis des chaînages alors que c'était pas les bonnes, les fissures n'étaient pas dues à ce type de problème. Mais dans la plupart des cas, une fois que le chaînage est installé de cette manière, les fissures s'estompent et on n'a plus de soucis derrière. Alors le deuxième point que vous devez vérifier, qui est indispensable à mon avis, c'est le nombre de compteurs, que ce soit électrique, gaz et eau. Alors, pourquoi c'est vraiment à vérifier? Imaginons que vous soyez sur un immeuble de 3 appartements, petit immeuble, sur lequel vous avez vu votre potentiel, et que vous n'ayez pas les compteurs électriques. Je vais prendre le cas des compteurs électriques. L'idée, c'est que si vous n'avez pas un compteur électrique par appartement, vous allez devoir compter en charge d'électricité et le répercuter chaque mois pour les locataires. Ça n'a plus du tout le même impact. Pourquoi ça n'a plus le même impact? C'est que vous allez être obligé de compter des charges très élevées et du coup votre loyer va être plus bas. Puisqu'il va être très difficile de faire passer aux locataires, je vais vous prendre un exemple. Imaginez un T2 qui se loue habituellement 450 euros. La personne a son compteur électrique, son compteur à eau, elle fait les démarches par elle-même et elle paye son électricité et son eau. Ça, c'est le cas le plus classique qui est très intéressant. Vous, si vous apportez de la valeur aux appartements, vous allez donc pouvoir louer 450 euros et la personne va se débrouiller avec ses charges. A l'inverse, le même appartement qui n'a pas de compteur électrique, vous allez devoir compter l'électricité et vous allez compter peut-être quelque chose comme 80 euros mensuellement. Ce qui fait que si vous proposez un appartement à 450 euros, vous allez devoir compter en plus 80 euros de charge rien que pour l'électricité. Ça fait une location à 530 euros. Ça va être beaucoup plus difficile de faire passer une location à 530 euros plutôt que 450. Même si dans les faits, on est bien d'accord, cela revient au même et la personne, le locataire, devra payer son électricité de la même manière. Mais psychologiquement, l'impact est complètement différent et vous allez du coup avoir des loyers qui vont être plus bas. Vous allez proposer des loyers plus bas et c'est plus du tout pareil pour vous. Donc ça vraiment, c'est extrêmement important. Pour le locataire, ça revient au même, mais pour vous, pas du tout. Attention, vous devez avoir des compteurs électriques, au moins les compteurs électriques ou gaz individuels par appartement. En termes d'eau, c'est moins grave, puisque quand vous allez compter l'eau dans vos charges, vous allez peut-être compter 20 euros mensuellement. J'ai envie de dire que ça a beaucoup moins d'impact. Par contre, l'électricité et le gaz, en fonction du type de chauffage par exemple, attention, vous devez prévoir un compteur par appartement. Sachez que pour l'installation d'un compteur, si vraiment il n'y en a pas dans un appartement, vous devrez compter aux alentours de 5 000 euros pour le faire installer et vous devrez compter aussi des mois d'attente pour que celui-ci soit installé par la société EDF qui correspond. Attention, prenez-le bien en considération et c'est un point à vérifier dès le départ. Autre point indispensable à vérifier, c'est même plus à vérifier, ce sont des points qui risquent de vous sauter aux yeux quand vous entrez dans ce type de logement. Je parle de l'humidité. L'humidité, c'est vraiment important et ça, surtout, ce que vous devez comprendre, c'est que ça a des origines diverses.
L'humidité, ça peut venir de beaucoup de choses. On peut avoir de l'humidité qui vient par le sol, on peut avoir de l'humidité due aux différences de température, aux différences thermiques entre le sol, ce qui se passe dans les murs et l'atmosphère ambiante. Et vous pouvez aussi avoir de l'humidité due à une catastrophe naturelle ou une infiltration par les murs ou alors une infiltration par la toiture comme nous l'avons vu tout à l'heure. La première des choses, quand vous avez de l'humidité, vous devez trouver la cause. Ça, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas qu'une personne tierce à côté de vous vous dise « Ah ben ça vient de ça, j'ai déjà vu, c'est rien, ça n'a pas été ouvert depuis longtemps ». Peut-être que c'est vrai, mais vous devez être certain. Est-ce que ça a été un dégât des eaux de l'appartement du dessus? Est-ce que ça vient de la toiture parce qu'il y a vraiment un problème et il y a une fuite? Est-ce que ça vient d'une infiltration par les murs parce qu'il y a trop de fissures et il commence à y avoir des infiltrations? Est-ce que ça vient d'une différence thermique entre le plancher et les murs? Vous devez déterminer. Alors très honnêtement, moi je déteste ça parce que c'est extrêmement dur et je me suis aperçu au fil du temps que même les professionnels, ils voient beaucoup de choses mais ils ne sont pas toujours convaincus de l'origine. Et quand vous ne connaissez pas l'origine exacte d'un problème d'humidité, c'est très dur pour combattre. Voilà, je vous invite à être très méfiant. Des fois c'est rien, hein. Vraiment si c'est une infiltration par, je reprends l'exemple de la toiture, la simple réparation de la toiture et le fait ensuite de faire les travaux à l'intérieur, ce sera terminé. Faites attention. J'en profite pour glisser la petite parenthèse. Si on vous pose la question un jour dans le fait de faire vos travaux, est-ce que vous voulez qu'on mette un système VMC? Votre réponse doit être oui, impérativement. Le système de VMC, faites-le installer. Ça permet vraiment d'avoir un apport d'air, de ventiler et de faire en sorte que justement l'humidité stagnante puisse sortir, notamment au niveau des salles de bain et des cuisines. Attention à ces problèmes d'humidité et obligation, si vous n'êtes pas expert, de faire intervenir justement un professionnel, un expert qui va peut-être opérer rapidement une éventuelle origine et qui va avoir les bons réflexes pour aller chercher quelle est la cause. Un autre point qui a une grande importance, c'est le fait de visiter tous les appartements. Donc ça, c'est vraiment pour éviter l'agro-surprise dans un des appartements. Ça, j'insiste parce que c'est très facile quand vous visitez un immeuble de vous retrouver on va prendre l'exemple des 3 appartements, de visiter 2 appartements et d'avoir un troisième dans lequel on va vous dire ah bah celui-ci on ne peut pas y entrer parce que la locataire n'est pas ici. Il y a vraiment des appartements pour lesquels on trouve toujours la bonne raison de ne pas vous faire visiter et ça, c'est vraiment pas bon du tout parce que vous ne savez pas du tout ce qu'il en est et vous ne savez pas du tout si il n'y a plus de contact avec la locataire, s'il y a un gros problème dans l'appartement, vous devez le visiter. Aussi, vous devez le visiter pour prévoir l'enveloppe pour tous les travaux. Imaginez que dans cet appartement, vous ayez plus de dégâts et vous ayez une enveloppe travaux qui soit supérieure, vous devez le savoir. Autre point, c'est très important pour pouvoir discuter avec les locataires en place. Quelque part, vous devez déjà vérifier si la relation avec le locataire existe, puisque si vous achetez, vous risquez d'être en relation après vous-même avec ce locataire. Donc il faut faire attention à ce que ce ne soit pas un locataire non payeur qui a coupé les ponts avec les propriétaires et dont plus personne n'a de nouvelles. Débrouillez-vous, essayez de voir le locataire et surtout essayez de voir l'appartement. On va passer rapidement à un petit résumé de ce que l'on vient de voir sous forme de schéma. Donc je vous ai rappelé les points indispensables à vérifier. Donc la structure, donc ce qui comprend la toiture, les fondations, la façade et j'ai rajouté l'assainissement. Vérifiez bien que effectivement on est sur du tout à l'égout. Et j'ai oublié de rajouter une chose aussi. Moi je sais que maintenant pour les immeubles, en vérifiant l'assainissement, par exemple en regardant au niveau des fondations, je m'assure qu'on soit avec des immeubles qui ont soit un ancien vide sanitaire, soit une cave. Ça a vraiment une grande importance en termes de ventilation et on évite beaucoup des problèmes du type d'humidité justement. Et ça permet aussi souvent, c'est un autre avantage, ça permet souvent de passer des canalisations, notamment pour les appartements du rez-de-chaussée. Ça peut avoir vraiment une grande importance et moi je n'achète vraiment plus d'immeubles si j'ai pas soit cette cave, soit cet ancien vide sanitaire. Vérifiez bien, soit la toiture, fondation, façade et assainissement au niveau de la structure. Au niveau des compteurs, vérifiez bien qu'au niveau du chauffage, alors que ce soit électrique ou gaz, on ait un compteur individuel. S'il y en a un pour l'eau, c'est encore mieux, mais si on possède des sous-compteurs uniquement pour l'eau, c'est moins grave. Par contre, évitons les sous-compteurs électriques et gaz. Là, vous devez avoir un compteur par appartement. L'humidité, quelle est son origine, d'où elle vient, combien ça va me coûter pour résoudre le problème et est-ce que vraiment c'est pas un problème qui va revenir, auquel cas vous allez faire d'autres visites, ce n'est pas grave mais vous n'insistez pas. J'ai envie de dire que si votre ressenti est mauvais par rapport à ça, n'insistez pas et passez à autre chose. Dernier point, comme on vient juste de le voir, vous devez voir tous les appartements, que ce soit pour l'intérieur de l'appartement
ou que ce soit pour avoir une relation avec le locataire et savoir si la relation justement est saine. Passons au deuxième point que sont les erreurs à éviter absolument quand on achète un immeuble ou un appartement. La première des choses, c'est que vous devez vérifier l'équilibre financier avec un immeuble. On croit toujours que les appartements, c'est plus rassurant qu'un immeuble. C'est vrai au premier abord, un appartement, ça coûte moins cher, un immeuble, ça coûte plus cher. On a l'impression que si on met moins d'argent, on va minimiser les risques. Mais en fait, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que justement, un immeuble, par définition, c'est plusieurs appartements. Ça veut dire que si on reprend cet exemple de 3 appartements, vous allez faire en sorte d'assurer un équilibre financier. Et ça veut dire que si vous avez un problème dans un appartement, par exemple, vous ne l'avez pas loué ou un locataire qui ne paye pas temporairement, ce qu'on va éviter parce qu'il y a évidemment plein de techniques pour éviter ça. Mais bref, imaginons qu'on a un problème, ça veut dire que les 2 autres sont en place et assurent largement le remboursement du prêt. Donc en fait, quand on a un immeuble, on a plusieurs appartements, ça coûte plus cher, oui, mais on minimise les risques plutôt que justement augmenter le risque. En faisant un achat sécurisé au départ, en vérifiant bien tous les points, l'achat d'un immeuble, je le répète, c'est minimiser les risques en assurant un équilibre financier. Alors pourquoi cet immeuble est moins risqué? Pourquoi on parle d'équilibre financier? Ça veut dire quoi un équilibre financier? Ça veut dire que justement on va compter pour rembourser l'emprunt immobilier, on va compter sur quelques appartements de cet immeuble et pas sur tous les appartements. Si je reprends l'exemple que je viens de citer tout à l'heure, peut-être qu'avec un immeuble de 3 appartements, vous allez faire en sorte que quand 2 appartements sont loués, vous remboursez déjà la totalité de l'emprunt. Et le 3e appartement, au final, n'est qu'un bonus et ne sert effectivement qu'à récupérer un cash flow. Alors ça a son importance, bien évidemment, mais au moins, cet équilibre financier permet de minimiser le risque. C'est ce que je viens d'expliquer, l'équilibre financier, il est impossible à obtenir avec un appartement. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est qu'avec un appartement, on peut booster la rentabilité en utilisant différentes stratégies locatives en meublé, que ce soit la colocation ou la location courte durée, ou la location moyenne durée, ou la colocation moyenne durée, peu importe. En tout cas, avec un immeuble, on peut tout à fait utiliser ces mêmes stratégies, booster une rentabilité, mais surtout, on peut minimiser le risque en cas de location sur le long terme. Le deuxième point est de ne pas sous-estimer le coût des travaux et ne pas prévoir tous les travaux. Alors ça, c'est vraiment une erreur à éviter absolument. On peut très rapidement, je vais revenir dessus après, mais très rapidement, pourquoi c'est vraiment important? C'est que si vous pensez à tous les travaux dès le départ, premièrement, vous allez apporter de la valeur de manière très importante et vous allez louer plus cher et vous vous assurez à ce que votre bien immobilier ait pris de la valeur dès le départ. Et la deuxième des choses, c'est que ce seront des travaux sur lesquels vous ne reviendrez pas d'ici peut-être des dizaines d'années. Donc c'est très important puisque vous allez le prévoir tout de suite et vous allez aussi le prévoir dans l'enveloppe budgétaire. C'est-à-dire que vous allez calculer tout l'argent dont vous avez besoin et vous allez faire vos estimations par rapport à tout ça. Imaginez, je vous donne un exemple, une toiture pour laquelle vous auriez 15 000 euros de travaux. Si vous ne la prenez pas en considération et que vous devez faire le changement 5 ans après, il faudra sortir 15 000 euros de votre poche. Si vous prenez cette même toiture et que vous prenez en considération dès le départ à l'achat, vous allez demander un emprunt avec 15 000 euros de plus et ça va peut-être vous coûter 30 euros ou 40 euros de plus par mois. Donc c'est pas du tout pareil parce que ça vous allez pouvoir le répercuter sur le montant des loyers alors que les 15 000 euros que vous allez sortir de votre trésorerie quelques années après, ils vont vraiment sortir de votre poche. Et là c'est plus du tout la même chose. Les premières choses à regarder en termes de travaux, c'est l'électricité. Pareil, faites intervenir un expert, venez avec un expert, regardez bien si l'électricité est aux normes, regardez bien si on a un compteur par appartement, mais ce ne sera pas du tout les mêmes frais parce que si vous n'avez pas un compteur par appartement, il faudra prévoir 5 000 euros pour le faire installer, mais il faudra aussi prévoir l'intervention d'électriciens pour qu'ils vous mettent tout le système aux normes. Peut-être que vous avez déjà les compteurs et que l'électricité n'est plus aux normes. Par exemple, vous n'avez pas assez de prise de terre ou vous n'avez pas la terre d'installer, ce qui existe encore sur certains vieux bâtiments. Auquel cas, l'électricien, il va vous remettre ça aux normes et ça aura peut-être aussi un coût de 4 ou 5 000 euros uniquement pour refaire ce système électrique. Et peut-être que c'est déjà aux normes, auquel cas, il y a juste quelques améliorations à passer, des goulottes à poser et là, on risque d'être sur un coût de entre 500 et 1000 euros. Ce n'est plus du tout pareil. Vérifiez bien. Estimez bien le coût de l'électricité. Deuxième point, je reviens sur la façade. Si un expert vous dit qu'elle est à faire pour éviter des infiltrations, prévoyez-la dès le départ. Ça a un coût aussi, on va vite parler en dizaines de milliers d'euros, mais s'il faut le faire, c'est au départ. C'est très important également. Si vous êtes sur une façade où on a des fissures qui sont plus liées à l'esthétique, est-ce qu'elles sont suffisamment importantes pour prévoir des infiltrations ?
auquel cas la façade va être importante puisque vous n'avez pas envie évidemment d'avoir des infiltrations qui, entre guillemets, pourriraient l'intérieur de vos appartements dans lesquels vous avez investi beaucoup de temps et d'argent pour refaire justement au mieux. Le troisième point, est-ce que la zone est classée? On en a brièvement parlé tout à l'heure, mais ça a une incidence importante. Vérifiez bien en fonction de la localisation si vous êtes dans une zone classée. Si vous décidez de refaire une façade, si vous décidez de refaire une toiture, si vous décidez de refaire les menuiseries en termes de fenêtres et de portes, vous devez vous assurer de la zone dans laquelle vous êtes puisqu'il y a certainement des règles à respecter. Et ces règles, des fois, coûtent cher. Si on prend des menuiseries qui doivent être d'une certaine sorte, si on prend une façade qui doit être avec un certain type de mortier, si vous prenez une toiture qui doit être faite en ardoise d'un certain style, il se peut que le coût des travaux soit le double de l'habituel et ça, vous devez être bien au courant. Alors je ne dis pas que ce n'est pas toujours valable, mais attention à ce type de zone puisqu'il y a souvent des travaux qu'on n'imaginait pas, mais une fenêtre au lieu de coûter 800 euros peut vite coûter 1500 euros et quand vous multipliez par le nombre de fenêtres, l'enveloppe n'est plus du tout la même. Donc faites très attention, renseignez-vous auprès de la mairie et en déclarant vos travaux et demandez en même temps l'avis d'un professionnel. Alors je reviens sur ces appartements occupés. Là je vous les présente d'une autre manière. Pour moi c'est si vous ne pouvez pas visiter un appartement occupé, en plus de vous mettre la puce à l'oreille sur un certain type de problème, cela veut dire que vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur et vous ne pouvez pas estimer le coût des travaux. Et ça peut poser un gros problème. Si vous avez 5 appartements dans un immeuble pour lesquels vous aviez 10 000 euros de travaux pour tout rénover pour chaque appartement et que vous estimez que dans l'autre c'est pareil, oui c'est possible que ce soit pareil. Mais vous n'êtes pas du tout à l'abri que dans cet immeuble-là, dans cet appartement-là, il y en ait pour 20 000. Donc vous devez être convaincu, vous devez en être sûr et l'agent de toute manière a pour obligation de vous montrer cet appartement ou s'il ne peut pas, vous devez savoir exactement pourquoi et vous devez avoir des photos. Bref, vous devez avoir quelque chose, vous devez y aller et vous devez connaître les raisons. Sous-estimer le coût des travaux et ne pas prévoir tous les travaux. Regardez tous les éléments concernant la structure que nous avons vue avant. Ça, c'est la première chose. Regardez bien tous les éléments concernant la structure, je le redis, ça c'est important, ne négligez rien, vérifiez tout, puisque c'est là où on va voir les gros montants de travaux et vous devez savoir exactement de quoi il s'en retourne. Je vous ai mis des chiffres concernant la rénovation, alors vraiment ce sont des chiffres, ils ne sont pas donnés au hasard parce que je me suis rendu compte que ça pouvait être ça, mais vous pouvez avoir très bien des bons partenariats dans lesquels vous allez payer moins cher. Mais en tout cas, je vais vous donner des chiffres plutôt pour que vous puissiez vérifier et faire attention à ne pas trop dépasser ça. Sinon, ça veut dire que les artisans ont quand même une petite tendance à en profiter. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais ça peut être le cas. Si une rénovation, un rafraîchissement, vous êtes au-delà de 750 euros du mètre carré, peinture, rafraîchissement, même si j'ai marqué au minimum, c'est que vous êtes déjà quand même assez cher. Je vous ai pris l'exemple pour des rénovations plus importantes au-dessous, rénovation plus gros œuvre. On a tendance à parler de 1000 euros du mètre carré, mais pareil, c'est quand même un montant assez élevé. On se rapproche de la réalité, clairement, mais ça fait un montant assez élevé et je vous invite quand même à être attentif, à savoir si vous ne pouvez pas trouver mieux. Ne négligez pas la qualité des matériaux, ne négligez pas la qualité de la manière dont ça va être fait, mais faites attention tout de même au prix. Pour vous donner un exemple, il y a un appartement que j'ai fait refaire dans un immeuble où on a refait le sol, on a refait les peintures, on a refait une partie de l'électricité, on a refait complètement la salle de bain et on a installé une cuisine toute neuve. En comptant l'ameublement de cet appartement T2, non pas énormément d'ameublement mais quand même un petit peu, j'ai réussi à être à 747 euros du mètre carré. Donc vous voyez quand même pour une rénovation complète et totale. Donc, et en comptant les meubles, ça veut dire que j'estimais déjà qu'ils avaient un certain coût, les artisans, que c'était plutôt pas mal, mais qu'il y avait un certain coût. Donc si vous êtes au-delà de 750 euros alors que vous faites uniquement des peintures et que vous faites uniquement la salle de bain, etc., vérifiez bien quand même que l'artisan n'en profite pas. Petite astuce autre aussi, ce qui coûte extrêmement cher dans la rénovation, c'est le budget peinture. Alors si j'ai une petite technique à vous donner qui fonctionne pour moi, c'est faites faire vos travaux à une entreprise, faites-leur estimer le budget peinture, par exemple une entreprise qui gère la plomberie, qui gère l'électricité, qui gère la peinture. Faites tout faire, ce que vous voulez refaire. Et quand vous allez regarder le budget peinture, c'est en fonction des charges que eux ont, justement. Hein. Ils doivent payer des gens, ils doivent payer des charges. Mais vous vous rendez compte qu'ils prennent une surface au mètre carré des murs à peindre et des plafonds. Ce qui veut dire qu'ils vont vous prendre par exemple 27 euros du mètre carré. Ils multiplient par le nombre de mètres carrés et vous avez votre budget peinture. Je vous conseille de plutôt fonctionner avec des auto-entrepreneurs pour
la peinture, puisque eux vont être au forfait à la journée et ils vont passer le même temps qu'un autre artisan. Ils ont tendance à faire plus de ratissage, et c'est-à-dire à plus lisser les murs, donc on obtient des résultats qui sont souvent de fois meilleurs, et en plus, clairement, ils vont être au forfait et ça va vous coûter beaucoup moins cher. Allez, je vous donne un autre exemple. Moi, sur une résidence principale que j'ai divisée en deux pour pouvoir louer une partie, il y avait un budget peinture qui était aux alentours de 26 000 euros par une entreprise qui avait fait, comme je vous l'avais dit, qui avait pris la surface totale des mètres carrés à peindre et qui a multiplié par 27. C'est pour ça que je vous ai donné cet exemple. Et j'ai fait faire le même devis à un auto-entrepreneur que je connais très bien et qui va faire d'ailleurs les peintures. Vous aviez le budget de l'entreprise à 26 600 euros et vous avez le budget de l'auto-entrepreneur qui fait les ratissages en plus et qui fait quelque chose de plus lisse qui lui est aux alentours de 11 000 euros. Donc je ne sais pas si vous voyez la différence, mais c'est énorme. En termes de rénovation, voyez bien, je ne conseille pas les autres, enfin il y a des très bons auto-entrepreneurs, mais je conseillerais plutôt une entreprise plus qualifiée avec plus d'expérience sur tout ce qui va être plomberie, tout ce qui va être refaire les sols, carrelage et des œuvres un peu plus importantes, mais ce qui est peinture, vérifiez bien trouvez un auto-entrepreneur, demandez-lui de voir un ou deux de ses chantiers, c'est ce que j'ai fait. Vous vous rendez compte qu'il travaille très bien et prenez-le et vous allez voir, vous allez vraiment économiser. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse parce que je sais que c'est un pôle important dans les travaux quand on veut faire rénover, et c'est difficile de tester beaucoup de monde, mais en tout cas, budget peinture, pensez auto-entrepreneur et pensez à vérifier son travail. Il n'y a pas de problème, moi il m'a emmené sur un de ses chantiers, les clients nous ont accueillis et j'ai pu m'apercevoir qu'il faisait du bon travail et qu'il travaillait aussi rapidement que les autres et surtout que le budget au final était beaucoup plus bas. Autre point, anticipation de la stratégie locative pour optimisation. Oui, avant les travaux, pensez bien à ce que vous voulez faire. Je prends toujours cet exemple, mais il a son importance. Imaginez que vous soyez sur un grand appartement, imaginez que vous tombiez, allez, je vais prendre un cas très simple, vous tombiez dans un appartement, vous avez une chambre qui fait 20 mètres carrés, qui a 2 fenêtres, voilà, vous voyez cette belle chambre, vous avez vu tout de suite la possibilité de faire un dressing dedans, bon bah c'est très bien, mais est-ce que vous avez pensé que cette chambre, elle pouvait devenir 2 chambres, en créant un petit sas d'entrée et en créant une cloison qui sépare puisqu'on a les 2 fenêtres. Pensez bien à ça, puisque l'idée c'est d'apporter de la valeur et par exemple, dans ce cas-là, peut-être vous pourrez éventuellement penser à de la colocation au lieu d'une location simple sur le long terme, puisque vous aurez 2 chambres et vous aurez 2 espaces individuels dans un même ensemble. Pensez bien aux stratégies, essayez d'avoir un œil aiguisé en regardant ce que vous pouvez améliorer et du coup ensuite vous allez pouvoir discuter avec les artisans sur ce que vous voulez faire et demandez aussi aux artisans s'ils voient une amélioration possible parce que des fois ils ont des idées qui sont hyper intéressantes. Ils ont plus d'idées, des fois ils sont très habitués à faire avec des investisseurs et ça c'est vraiment excellent si vous tombez sur ce genre d'artisans, mais aussi ils sont habitués à faire beaucoup de travaux, donc forcément ils ont des exemples en tête qui peuvent vous être très utiles. Vous devez prévoir tous les travaux dans l'emprunt, bon je ne reviens pas dessus et je n'insiste pas, mais c'est très important de tout prévoir pour ne pas sortir de trésorerie et en cas de doute, faites intervenir un professionnel, j'aurais dû ajouter. Quand vous commencez, quand vous débutez, quand vous voulez toujours des confirmations, demandez à des professionnels de vous accompagner. L'idéal, quand on a besoin de réagir vite par rapport à des visites, c'est d'avoir un professionnel qui chapeaute son entreprise et qui est assez libre de ses mouvements et en déplacement et qui peut venir dans les heures ou dans les jours qui viennent parce que vous l'avez appelé. Essayez de trouver ça, prévenez-le que des fois vous avez besoin de réagir vite. Essayez de créer ce partenariat, travaillez toujours avec lui. Quand vous en arriverez là, vous aurez vous aurez des bases solides et vous aurez un partenaire efficace qui vous permettra d'avancer sereinement. D'autres erreurs sont à éviter, celle de ne pas poser de questions à l'agent immobilier ou au vendeur. Est-ce que les locataires en place paient? Alors ça c'est hyper important, vous devez être au clair sur ce point. Les locataires en place paient, oui ou non, vous devez avoir des preuves. Les preuves c'est facile, c'est de l'argent qui rentre sur un compte en banque et c'est pas uniquement, enfin si vous pouvez les voir, les quittances de loyer, mais bon voilà. Mais l'idéal c'est encore de demander aux locataires quand vous les voyez s'il n'y a pas de problème et d'avoir la vérification par les propriétaires que ce sont des locataires plutôt sympas. Si ce n'est pas le cas, je l'ai déjà vu fait par un collègue investisseur, si ce n'est pas le cas, vous devez négocier une part importante. Si vous avez des locataires en place qui ne paient pas, ça veut dire que vous allez devoir mettre en place des procédures et vous devez compter un minimum de 2 ans pour ces procédures. L'idée, si vraiment vous souhaitez avoir l'immeuble quand même et que vous vous sentez à l'aise avec ces procédures à mettre en place, vous devez négocier au moins 2 ans de loyer, justement, histoire que ça vous laisse le temps de mettre ces procédures en place et de ne pas être embêté avec la trésorerie. Autre point, les questions permettant de savoir si le vendeur est pressé.
J'ai un PDF que là vous n'aurez peut-être pas, je ne sais pas si vous l'avez eu, je vais regarder, sinon ça peut être intéressant de me demander par mail. J'ai un PDF concernant les questions à poser et ce qu'il est possible de faire, de demander et de comprendre pour savoir justement si un vendeur est pressé, soit par le biais d'un agent, soit en direct. Quand on commence, c'est beaucoup plus facile de passer par l'intermédiaire d'un agent qui, lui, en général, connaît les vendeurs et sait exactement s'ils sont pressés, pourquoi ils sont pressés et à quel point ils sont pressés. Ça va être déterminant pour votre stratégie de négociation. Donc vraiment, posez beaucoup de questions. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais essayez de poser des questions. Créez-vous un ensemble de questions avec lesquelles vous êtes à l'aise. Parfois, l'agent immobilier va parler lui-même et va vous dire sans que vous ayez vraiment besoin de le presser. Mais en tout cas, prévoyez ces questions de manière à comprendre s'il y a urgence dans la vente. Parce que quand il n'y a pas urgence et que vous avez besoin d'une négociation pour faire une bonne affaire, ça risque d'être très compliqué, il faudra passer à autre chose. Et à l'inverse, si on prend l'exemple d'une succession, des jeunes qui sont pressés, des jeunes ou moins jeunes qui sont pressés de revendre un bien immobilier risquent d'être pressés pour revendre et là du coup vous allez pouvoir négocier fortement. Autre point, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est une anticipation pour l'éventuelle négociation. Posez bien toutes les questions, ne revenez pas d'une visite sans avoir les informations. Et si vraiment c'est le cas que vous avez oublié de vous faire une checklist dans laquelle vous cochez au fur et à mesure, n'hésitez pas et revenez vers l'agent immobilier pour lui demander s'il y a une négociation qui est possible, est-ce que l'agent est pressé, est-ce que le vendeur est pressé, est-ce qu'il a besoin d'argent, est-ce qu'il est en train de fusionner et de vendre sa SCI, est-ce qu'il part à l'étranger, est-ce qu'il en a marre, tout un tas de questions qui vont vous donner des indications très importantes. Alors un autre point qui est très important et qui pose souvent curiosité, ne pas anticiper du tout la fiscalité. Alors je fais un point tout de suite. C'est pas parce qu'on est dans l'immobilier meublé, moi je ne parle pas évidemment du neuf. Vous l'avez bien compris, les plans sur le neuf c'est très spécifique, c'est autre chose. Je suis pas là pour les juger, les critiquer. Il y en a peut-être des intéressants, il y en a certainement des beaucoup moins intéressants. En tout cas, quoi qu'il en soit, même dans l'immobilier meublé ancien, vous devez anticiper un peu la fiscalité. On ne vous demande pas d'être de devenir expert comptable. S'il y a des années d'études pour être expert comptable, il y a une raison, c'est qu'il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Vous ne pourrez jamais, et ça je veux vous dédramatiser par rapport à ça, vous ne pourrez jamais être complètement au clair sur toutes les règles fiscales qu'il existe. Tous les entrepreneurs et investisseurs que je connais en immobilier, tout le monde connaît ce minimum sur la fiscalité. Certains vont plus loin dans les détails parce qu'ils s'y intéressent et apprennent au fur et à mesure des années en discutant avec les experts comptables, en se renseignant. Mais aucun ou très peu sont capables de faire une liasse fiscale à la place d'un expert comptable. Donc vous, ce que vous devez comprendre, c'est quel système vous allez mettre en place dans vos investissements pour optimiser la fiscalité et pour payer le moins d'impôts possible, voire pour ne pas en payer du tout pendant plusieurs années. C'est exactement ça que vous devez comprendre et c'est certainement pas toutes les techniques pour comment je dois remplir sur ma feuille d'impôt, qu'est-ce que je dois mettre en plus aux impôts, où est-ce que je dois mettre le chiffre dans la ligne BEZ, etc. Non. Ça, c'est un travail technique qui appartient aux experts comptables. Vous, ce qui vous appartient, c'est de comprendre comment ça se passe, parce que plus vous allez comprendre, on va dire un petit peu en détail comment ça se passe, et plus vous allez être à l'aise avec vos achats immobiliers. Et surtout, vous allez savoir, entre guillemets, quand faire un achat immobilier. Je prends un exemple très simple. Ça fait 5 ans que vous avez investi, vous avez 2 immeubles ou 6 ans, admettons, vous commencez à avoir des revenus qui font un résultat fiscal qui se rapproche du zéro ou qui risque de devenir positif. C'est peut-être le moment de réinvestir. Si vous avez compris ça et que vous suivez ça de manière plus ou moins proche ou plus ou moins éloignée avec votre expert comptable, il aura juste à vous dire et vous allez le voir vous-même. Ça serait peut-être bien de racheter quelque chose à ce moment-là si tu veux qu'on retombe dans le négatif et qu'on crée un amortissement et qu'on crée des frais, etc. pour ne pas payer d'impôts. Vous, j'ai envie de dire, si vous savez ça et que vous anticipez ça, c'est suffisant. Essayez vraiment, je vais prendre le cas du meublé, de bien comprendre la différence entre la fiscalité au forfait à 50%, à 71% ou la fiscalité au réel, où là simplement, on ne prend pas un abattement sur tous vos loyers qui rentrent dans votre poche, mais simplement on déduit plusieurs éléments de vos loyers que sont les frais, que sont les amortissements, que sont la taxe foncière et que sont les intérêts. Et en fait, on essaie de faire ce qu'on appelle un résultat fiscal négatif et vous n'êtes pas imposable sur un résultat fiscal négatif.
Je n'entrerai pas plus dans les détails, mais j'ai une vidéo sur YouTube si ça vous intéresse qui s'appelle, vous allez sur ma chaîne YouTube Yann Margeau et vous allez voir la vidéo LMNP. C'est quoi LMNP? Je rentre un petit peu dans le détail, je ne parle que du LMNP et des trois manières de le faire, l'abattement à 50%, l'abattement à 71% et le régime réel. Et je donne déjà pas mal d'éléments, j'ai vu qu'il y avait, j'ai répondu, donc il y a beaucoup de commentaires dessous, je crois qu'il y en a une quarantaine à l'heure actuelle, voire plus maintenant. N'hésitez pas à aller la voir, je répète, Yann Margeau, c'est ma chaîne YouTube. Profitez-en pour faire un petit like au passage et en même temps allez voir cette vidéo c'est quoi LMNP et vous aurez déjà pas mal d'informations qui à mon sens sont presque suffisantes. Au moins pour anticiper. Dans ma formation je rentre un peu plus dans les détails et je compare avec l'ONU, c'est quand même très intéressant de comparer avec l'ONU aussi parce que vous allez voir justement les points positifs du meublé et les gros avantages du meublé et ce sur quoi il faut anticiper. Mais déjà dans un premier temps allez voir cette vidéo. Alors je vais faire un petit résumé maintenant de ce qu'on vient de voir par rapport aux erreurs à éviter absolument. Donc la première des choses, vous devez tomber sur un équilibre financier. Équilibre financier, je vous rappelle, si vous avez un immeuble de 5 appartements, c'est pas possible qu'il faille louer les 5 appartements pour rembourser l'emprunt. Vous devez absolument avoir quelques appartements qui remboursent l'emprunt et les autres qui soient pour le cash flow et le surplus. Autre point, vous devez vérifier les travaux. Ne pas sous-estimer les travaux et tous les prendre en compte en considération. Troisième point, qui serait une erreur, c'est ne rien demander au vendeur. Vous devez avoir des informations pour anticiper une éventuelle négociation. Et le dernier point, c'est celui qu'on vient de voir, c'est de ne pas du tout anticiper la fiscalité. C'est une erreur parce que sinon vous allez choisir le système le plus simple. Et en fiscalité, comme dans beaucoup de points en politique, si vous choisissez le plus simple, c'est pas du tout le moins cher. Et c'est celui qui va surtout vous pénaliser le plus. Passons maintenant au troisième point. Celui qui dirige, c'est vous. Alors passons au schéma. Donc vous, ce que vous savez, voilà, j'ai fait un schéma très simple, ce que vous savez, vous connaissez votre base de calcul. C'est-à-dire que, je vais reprendre l'exemple de la règle des 70 par exemple, vous savez exactement que vous voulez que votre emprunt rembourse 70% des loyers qui vont entrer. Donc cette base, vous l'avez en tête, vous savez, vous voulez arriver à ça, vous vous en rapprochez très fortement, surtout si vous êtes dans vos premiers achats. Vous ne devez pas le perdre de tête. Ça, c'est quelque chose, il y a certains agents avec qui vous pouvez l'expliquer pour qu'ils essaient de vous trouver des biens à négocier, mais il y en a d'autres qui ne vont jamais comprendre. Pour eux, vous devez faire un équilibre, qu'on soit dans une ville de 300 habitants ou qu'on soit dans une ville de 100 000 habitants, pour eux, c'est pareil. Vous l'avez bien en tête et vous ne voulez pas déroger à votre propre règle. Vous avez aussi l'estimation des loyers. Ça veut dire que vous savez, vous connaissez votre base de calcul, vous savez combien vous allez faire rentrer, donc quelque part, vous savez exactement le montant de l'emprunt que vous devez rembourser. Vous avez aussi l'estimation de vos travaux, vous avez fait le tour, vous avez bien tout pris en considération, donc vous devez connaître. Quelque part, pour pas dépasser un certain montant total d'achat, parce que ça correspond à un montant d'emprunt, vous devez déterminer le montant maximal d'achat que vous allez faire. Donc ça deviendra une base, ça deviendra la base pour laquelle vous allez justement ne pas dépasser cette offre. Ça va devenir votre référence. Vraiment, quand vous allez faire une offre, si vous savez que vous ne pouvez pas dépasser un montant total de 150 000 euros, achat compris, travaux compris, ça veut dire que si vous avez vos frais de notaire, les travaux qui vous reviennent à 60 000 euros, vous ne pourrez pas dépasser vous ne pourrez pas dépasser 90 000 euros pour votre achat, de manière à ne pas dépasser les 150 000 euros. Si votre offre, la personne ne veut pas descendre à 110 000, refaites un calcul, voyez si ça fait pas trop monter en termes de pourcentage pour la règle des 70. Mais ne perdez pas de vue que votre objectif, c'était 90 000 euros. C'est très important parce que ça, si vous perdez vous-même vos propres stratégies en cours de route, vous allez opter pour une stratégie qui va être beaucoup moins efficace et vous allez justement, entre guillemets, tomber beaucoup plus facilement dans le panneau de l'agent immobilier qui lui veut vendre et qui vous fera croire coûte que coûte qu'à 110 000 euros, c'était une bonne affaire. Or, vous savez que pour que ça soit une très bonne affaire, il fallait que vous soyez à 90 ou 95 000. Donc ne soyez pas trop borné, mais n'oubliez jamais votre base de départ et vos calculs de départ. Autre point, ce que vous ne pouvez absolument pas faire lors d'un achat immobilier ou au départ, vous n'avez pas le droit de trop douter de vos stratégies. Ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire, mais vous allez être confronté à des agents qui vont vous dire mais si c'est une bonne affaire à 110 000 euros. Vous allez être confronté à des agents qui vont vous dire mais si là ça a déjà été fait, il n'y a pas besoin, ça se loue en l'état, il n'y a pas besoin de rénover. Ne perdez pas de vue
que vous connaissez vos règles de calcul et que vous savez la valeur que vous voulez apporter, donc vous savez exactement les travaux que vous voulez faire. C'est bien vous qui le dirigez et vous ne devez pas en douter malgré tous les discours. Ça rejoint ce point-là. N'écoutez pas les arguments du vendeur. Je ne dis pas de rien écouter parce qu'il y aura des choses intéressantes, notamment quand vous allez poser vos propres questions. Mais n'écoutez pas un vendeur qui va vous dire l'exemple qu'on vient de donner tout à l'heure. Mais si c'est louable en l'état, ça se loue tant, alors qu'il faut tout remettre au goût du jour pour louer bien plus cher. Soyez sûr de votre stratégie. Une autre erreur que vous ne pouvez pas commettre, c'est de ne pas apporter de valeur. N'achetez pas un immeuble, un appartement dans lequel vous n'allez rien apporter. Ça ne sera pas bon fiscalement parce que vous n'aurez pas de travaux et ça ne sera pas bon parce que vous n'aurez pas apporté de valeur et que au final vous n'aurez pas créé une plus-value potentielle et surtout vous n'aurez pas créé suffisamment de valeur pour louer beaucoup plus cher. Si vous apportez de la valeur, vous allez vous mettre au moins au même niveau que certains qui le font et vous allez certainement vous mettre beaucoup plus haut en termes de niveau que certains qui ne font que des tout petits travaux de peinture. Apportez de la valeur, faites des appartements nickel, apportez de la valeur en créant une chambre, en créant une nouvelle pièce, en faisant une division, en refaisant des communs, mais apportez une grande valeur à votre bien immobilier. Ce que vous ne pouvez pas faire aussi, c'est de laisser une partie des travaux de côté. C'est ce que je vous disais. Croyez-moi, croyez-en mon expérience, si vous laissez de côté une partie des travaux, ça va poser problème dans les années plus tard puisque vous allez plomber votre trésorerie. Le seul cas où on peut laisser de côté une partie des travaux, c'est si vous avez beaucoup d'appartements libres et que vous en avez un ou deux d'occupés. Peut-être qu'avec le cash flow potentiel ou avec votre prêt différé que vous aurez fait, vous allez vous constituer une trésorerie qui servira dans les mois qui suivent à justement faire ces travaux. Mais il faut que ce soit un cas exceptionnel et il faut que ce soit dans le cas où vous êtes sûr de vous constituer une belle trésorerie pour justement penser à ces travaux uniquement. Voyons maintenant quelques exemples qui sont en lien avec ce que nous venons de voir. Je vais vous donner des exemples très simples qui me sont arrivés. J'en ai deux il me semble, mais je vais vous montrer à quel point ce sont des faits réels et à quel point vous devez être attentif. Regardez cet exemple. Ça, c'est un appartement que j'avais refait, qu'une société de travaux avait refait. Moi, je suis nul en travaux. Je délègue tout, mais je suis de près tout de même. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment un appartement qui a été refait dans un immeuble de 3 appartements et un bail commercial au rez-de-chaussée. Donc, moi, quand je suis arrivé, voilà ce que l'agent m'avait dit. Il m'avait dit il y en avait pour 5 000 € de travaux pour rafraîchir. Alors lui, il pensait 5 000 € sur les 3 appartements. J'ai pas besoin de vous expliquer que 5 000 €, quand on pense que c'est uniquement le remplacement d'un compteur électrique, que c'est vraiment rien du tout. Donc la personne qui vous parle de 5 000 € de rafraîchissement, soyez sceptique, posez-vous les questions et demandez lui-même si déjà il a fait des travaux ou s'il a déjà acheté un appartement et vous aurez souvent des grandes surprises. Moi, la première chose qu'on m'a dit, voilà, il y a 5 000 € de travaux, donc imaginez si j'avais écouté. Au final, j'en ai eu pour 28 000 € et je suis tombé avec la personne avec qui j'ai travaillé au tout départ, qui était un artisan, qui allait à la retraite et qui m'a fait vraiment ce qu'on pourrait estimer des cadeaux. Parce que là, les travaux que j'ai fait dans ces 3 appartements, je pense qu'on aurait été plus près des 48 000 € que des 28 000 €. Mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer que même en ayant eu un artisan qui m'a fait des prix de dingue, on était très loin des 5 000 €. Attention et pensez bien, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui dominez la situation et c'est vous qui savez de quoi il en retourne. Aussi, on avait oublié de me dire, c'est qu'il y avait un conflit avec le restaurateur. Ça avait une importance capitale puisque lui-même s'était pris la tête avec l'ancienne propriétaire et qu'il bloquait tout contact et tout lien. Il avait même changé des serrures pour aller à la cave, donc le propriétaire n'avait même plus accès à la cave. Donc ça, on avait bien oublié de me le dire et heureusement que je m'en suis rendu compte pour rétablir ça puisque ça aurait été quand même dingue de commencer un relationnel de cette manière. Déjà 2 infos très importantes qui ne m'avaient pas été données, ou plutôt qui avaient été omises, on va dire, et une autre qui avait été faussée. Donc vous voyez, 2 exemples simples déjà pour un seul immeuble où on m'a dit ce qu'on avait envie de me dire. Donc si j'avais pas creusé, si je m'étais pas rendu compte et si je n'avais pas cherché à rencontrer tout le monde, j'aurais pu passer à côté d'informations essentielles pour la suite. Un autre exemple, donc un autre appartement, un autre immeuble, appartement refait, c'est celui d'ailleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure où je vous ai dit ça m'est revenu à 746 € je crois du mètre carré en comptant l'ameublement, c'était celui-ci. Donc vous voyez, il y a une salle de bain qui était refaite, l'aménagement
Bon, assez sympa, même si la housse du clic-clac a été changée depuis, parce que c'était un peu bariolé, on va dire. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Vous voyez, tout refait, nickel, du sol au plafond, avec pas changement d'huisserie, hein, vraiment juste cuisine, salle de bain, sol, plafond, peinture. Ça m'est revenu à 746 € du mètre carré avec l'ameublement. C'est pas là-dessus que je voulais insister. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai fait la visite, cet appartement, on m'avait pas précisé qu'il y avait un locataire non payeur. On ne pouvait pas rentrer dans l'appartement. Et on ne pouvait donc pas le voir, et on avait même un élevage d'animaux, il me semble, à l'intérieur. Donc j'ai pas besoin de vous dire un petit peu l'odeur et la problématique de cet appartement. J'insiste pas, une nouvelle fois, imaginez ce qu'on avait oublié de me dire, puisque là je visitais les autres appartements de l'immeuble, mais celui-ci on ne pouvait pas voir. Alors je sais plus quelle était la raison évoquée. Les propriétaires étaient à l'étranger, ils autorisaient pas qu'on rentre, enfin un truc de dingue. Mais en fait c'est qu'il n'y avait plus du tout de relationnel, et ça m'a permis de négocier le prix de manière à mettre en place une procédure. Et bon, le gros, pour la petite histoire, ce qui est très intéressant, c'est que je n'ai pas eu besoin de mettre en place la procédure. Les personnes sont parties rapidement derrière. Donc ça m'a bien arrangé, puisque j'ai négocié en fonction de ça. Le propriétaire l'a bien compris, et en fait ils sont partis quelques semaines après, pendant les travaux. Donc ça a été nickel, j'ai fait une pierre deux coups, c'était parfait. Simplement, vous devez retenir que j'ai suivi mon instinct, j'ai suivi ma stratégie que j'ai mise en place, et je ne me suis pas contenté du discours du vendeur et de l'agent immobilier. Conclusion pour l'optimisation de votre achat immobilier. Vous devez commencer sur des bases saines. Si vous n'avez jamais acheté, partez sur des bases saines pour débuter. C'est très important. Si vous voyez des problèmes d'humidité que vous ne maîtrisez pas, laissez tomber, passez à autre chose. Je prends juste cet exemple. Partez sur des bases saines où vous allez pouvoir faire une estimation de travaux. Ne commencez pas par des choses où vous allez devoir justement faire des travaux très compliqués, sur lesquels vous ne maîtrisez pas. Vous imaginez qu'il faille refaire un assainissement, utiliser une pompe pour remonter. Voilà, vous allez rentrer dans des choses très techniques. Pourquoi pas, si vous faites confiance à vos artisans, mais pour commencer, c'est pas ce qu'il y a de plus judicieux. À mon avis, il est beaucoup plus intéressant de commencer par un immeuble que par un appartement. Je pense que ça ne change rien et vous pouvez totalement le faire, mais même si on a envie de se rassurer avec un appartement. Mais par contre, il est quand même judicieux de commencer avec des bases saines sur lesquelles on n'a pas 300 000 € de travaux pour commencer. Ça, c'est important, parce que vous devez minimiser le risque des mauvaises surprises et faire en sorte que ça soit pas trop compliqué. Évitez les erreurs qu'on a citées, évitez-les toutes. Prenez-les, marquez-les, faites-vous un carnet, mais n'oubliez rien, parce qu'elles ont une importance considérable pour vos futurs investissements. Faites de vraies estimations de loyer de travaux. Pareil, ne vous contentez pas pour les estimations de loyer, ne vous contentez pas de l'agent immobilier qui va vous donner des estimations qui sont de toute manière peu bonnes, sauf s'il est habitué, sauf s'il est consciencieux, et sauf s'il est habitué de voir de beaux appartements. S'il est habitué à louer des vieux appartements T2, il va vous donner une estimation qui est très basse, qui ne va pas correspondre du tout, et du coup vous n'aurez jamais un bien qui va pouvoir rentrer dans la règle des 70. Mais si, à l'inverse, il vous dit on peut louer en l'état et ça se loue 450 €, alors que vous savez qu'on loue 450 € en ayant quelque chose de nickel, vous voyez qu'il est complètement à côté de la plaque. Soyez sûr de vos estimations, soyez sûr de ce que vous voulez apporter en qualité, et vérifiez bien le montant des travaux avec un devis précis et chiffré. Apportez de la valeur systématiquement à vos biens, ça vraiment j'insiste, mais faites-le, c'est tellement important. Utilisez le prêt différé et gagnez de l'argent avec vos premiers biens. Alors ça, c'est une petite technique que je donne là, vous avez certainement déjà entendu, mais différez votre prêt au maximum. Ça va vous permettre de vous laisser le temps de faire les travaux, et si vous louez avant, ça va vous permettre de constituer une trésorerie qui va être ultra importante, surtout en meublé. Donc le prêt différé, c'est simplement que votre prêt ne commence pas dès la signature de l'acte authentique. Votre prêt commencera en totalité 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans après. À vous de le différer un maximum. Et l'idée, ça va être vraiment de vous constituer une trésorerie. Sachez qu'au départ, après la signature de l'acte authentique, vous paierez tout de même les intérêts, mais vous ne paierez pas la totalité du capital. Ce qui fait que parfois, au lieu de faire un remboursement à 1 600 € mensuel, vous ferez un remboursement le temps du prêt différé qui sera autour de 300 € pour les intérêts, ou 400 €. Et c'est vraiment une grande soupape pour la suite. La dernière des choses, c'est écoutez-vous, faites-vous confiance une fois que vous avez bien posé vos bases, vos stratégies, et que vous savez ce que vous voulez faire. C'est extrêmement important. Je vais continuer cette petite vidéo. J'avais un exemple qui était dans ce PowerPoint, donc j'ai présenté un séminaire puisqu'il m'était demandé, donc je l'avais rajouté en dernière minute.
je vais le présenter. C'est plus tout à fait le sujet, mais on est vraiment dans la rénovation, dans des exemples un peu chiffrés, donc je pense que ça va vous intéresser. C'est l'exemple d'une maison de Sandrine, de mon amie, qui a acheté, qui a investi en même temps que moi, puisqu'elle a fait des formations en plus et qu'elle s'est intéressée aux vidéos que je regardais, aux investissements que je faisais. Elle venait sur le terrain et du coup, elle a investi aussi. Donc, elle a 2 petites maisons et un appartement, un grand appartement en plein centre-ville qui est vraiment sympa. Mais là, je vais vous donner l'exemple d'une de ces petites maisons qu'elle loue donc soit en long terme, en moyen terme et parfois en courte durée, mais on est plus sur un équilibre entre long terme et moyen terme. Alors, rapidement, je vous présente la situation, je vais vous présenter l'état de la maison et les travaux, nos estimations de départ, les chiffres de l'achat et vous verrez le bilan. C'est pour ça que je trouve intéressant de vous le montrer quand même, puisque il est vraiment, il correspond quand même à ce qu'on a vu et il y a beaucoup de points qui vont revenir, qu'on a évoqués et vous allez voir que ce que je vous ai dit avant, c'est exactement ce que j'utilise et que je n'ai rien modifié et que moi-même je suis sur ces bases. Jamais je vous donnerai quelque chose que je n'ai pas testé ou que je ne fais pas et à mon sens qui a une importance capitale. Alors, et on verra aussi dans un dernier point l'opportunité Innovome, donc je vous le présenterai rapidement, c'est un site qui est en train de monter en puissance et je vous donnerai ça tout à l'heure. La situation, donc simplement pour vous montrer qu'elle a investi dans une... Alors c'est une petite ville, mais si on regarde les chiffres, en fait vous vous rendez compte que c'est une ville qui a au niveau démographique, a vraiment augmenté. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'habitants, il y a une situation dynamique importante en termes d'entreprise, en termes de centrales, en termes de nouvelles entreprises. Alors je ne connais pas exactement les noms et les fonctions de ces entreprises, même si je suis allé les visiter pour certaines. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'agents qui sont en déplacement dû à ces entreprises et c'est un vrai potentiel pour nous propriétaires. Surtout sur le moyen terme, on y reviendra tout à l'heure. Donc si vous regardez depuis 1960 ou plutôt depuis 1980, c'est une ville qui n'a cessé d'augmenter en population et je pourrais ajouter aussi en dynamisme économique. La situation du vendeur de départ, c'est un monsieur qui était en retraite, qui venait juste de mettre son bien en vente et pressé de partir au Pays Basque. Il avait des mauvais souvenirs des dernières années dans la région et lui, clairement, il souhaitait partir, il avait déjà vendu un bien et il voulait que ça se fasse très vite. Donc c'est un agent immobilier qui nous a prévenu, avec qui on a pas un partenariat, mais avec qui on travaille, qui nous a prévenu, nous a dit voilà, ça je pense que ça peut être intéressant, il y a une belle marge de négociation. Il nous a directement donné la situation du vendeur, donc ça c'était vraiment cool. Et on savait jusqu'où, quelque part, on pouvait descendre dans l'offre. Je vais revenir dessus tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit, il avait déjà vendu son autre bien en face, donc c'était le dernier. Et il savait très bien qu'en ayant vendu ce bien, il pouvait partir dans sa région d'origine, Pays Basque, et il voulait vraiment que ça se fasse vite. Donc ça, c'était une situation qui pour nous était vraiment cool. L'état de la maison et les travaux. L'état, une ancienne dépendance de 38 mètres carrés, avec une partie cuisine, une autre pièce, toilette, douche, donc assez ancien. Pour vous donner un exemple, mur avec papier peint jauni. J'ai une petite photo que j'ai récupérée, mais j'en ai plus qu'une. Donc mur avec papier peint jauni, meubles de grand-mère et quelques traces d'humidité. Mais là, pour le coup, on savait exactement d'où ça venait. Ça n'avait pas été ouvert depuis longtemps. Et on a une grosse butte derrière qui empêche le soleil de taper dans un mur et qui même apporte un peu d'eau parce que c'est une butte qui est en pente. Alors, c'est pas très bon, mais on a un mur qui est complètement travaillé avec un béton qui correspond pour pas que l'eau puisse rentrer. C'est un béton spécifique. On avait quand même minimisé les risques, on savait. Et pour une petite maison qui n'avait pas été ouverte depuis peut-être 10 ans, on n'avait pas non plus des traces d'humidité très importantes. Il fallait rectifier le tir, mais c'était pas comme si tous les murs étaient pris et qu'on ne savait pas d'où ça venait. Voilà un petit peu pour les informations qu'on avait au départ. Voici un petit peu l'état. Alors j'ai que celle-là, elle n'est pas très parlante, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée sur les sols abîmés. Et je pense que ça vous en dit long. C'est dommage qu'on ne voit pas les papiers peints, puisqu'ils étaient vraiment splendides. Un mélange entre le jaune orange et le jaune tabac. C'était vraiment quelque chose qui était très moche, mais qui était vraiment d'époque. Imaginez un petit peu l'ampleur des travaux et ce qu'il y avait à faire. Une nouvelle fois, on avait la chance d'être avec l'artisan que je vous ai dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui allait être en retraite et qui faisait ses derniers chantiers. Donc, il nous a fait des prix extrêmement intéressants. Donc, voilà la petite maison, vous voyez, située en plein cœur d'un bourg. On savait qu'il y avait une demande locative importante et que ce genre de bien était recherché pour le moyen terme. Tout frais compris, électricité au compris, ou courte durée ou même longue durée. Donc voilà ce qu'on en a fait. Donc l'artisan, on a refait un petit peu cuisine, on a refait la salle de bain, on s'est débrouillé pour faire une sorte de division avec ces poutres qui existaient. Vous voyez la photo à droite, donc c'est un rideau chinois je crois, que l'on tire. Donc on peut pas considérer que c'est une chambre, mais ça provoque un bel espace chambre dans lequel il y a la télé et la petite armoire très peu solide. À l'époque on prenait ça
Maintenant, on part sur des choses quand même beaucoup plus solides. Vous voyez la petite armoire au fond, là, c'est les armoires qu'on trouve montables. Bon, voilà, ça je le déconseille. Je vous conseille vraiment de prendre quelque chose de plus costaud. Et donc voilà, aussi pour information, alors c'est un petit détail, la table qui est ici, que vous voyez à droite, c'est une table de mon arrière-grand-mère qui avait été retapée et j'ai trouvé qu'elle allait très bien ici. Donc plutôt que de la laisser dans un grenier, elle ne servait à rien. On l'a placée ici avec deux chaises un peu plus modernes et ça se fondait très bien avec l'état de la maison. Voilà, cuisine refaite, mur refait, peinture refaite, salle de bain refaite, chambre, espace chambre refait, amélioré, aménagé. On arrivait sur quelque chose de très sympa qui, franchement, se loue extrêmement bien. Je vous remets d'autres petites photos, voilà. Donc d'ailleurs, petite astuce aussi, on a fait faire des photos par un photographe. Il aime beaucoup faire des photos de détail comme vous le voyez à droite. Ça marche bien sur les annonces, ça permet d'avoir d'autres styles de photos et ça amène un petit plus, ceux qui sont attentifs notamment en courte durée à de la location avec ce genre de petits détails. N'hésitez pas à faire une ou deux photos un peu sympas en plus des photos globales. Alors, les estimations. Sur le long terme, on savait qu'on avait de très belles demandes pour le T2, les T2 et les T3. Les T2 se louent entre 420 et 480 euros. Une annonce sur le Bon Coin en juillet procure 2 contacts quotidiens. Donc, vous voyez, c'est pour vous donner un ordre d'idée sur la demande. C'est pas énorme, mais c'est suffisant. On ne met qu'une personne à la fois ou deux si on fait de la colocation. On savait que sur la location meublée, sur le moyen terme, on avait aussi une belle demande pour le T1 et le T2, qu'il fallait prévoir l'électricité, l'eau et Wi-Fi, comme la courte durée en fait, qu'il y a une centrale nucléaire et 3 grosses entreprises qui sont proches. Alors maintenant, on est même passé à plus de 3, puisqu'il y en a... Alors quand je parle de grosses entreprises, c'est pas forcément des entreprises énormes, même s'il y en a 2 qui le sont, mais c'est surtout des entreprises qui embauchent des prestataires qui, eux, ont des enveloppes pour se loger et se nourrir. Et ça, c'est super intéressant. Et on avait un loyer entre 520 et 800 euros mensuels. Alors 520 euros, c'est même plus maintenant, puisqu'on est plutôt à 560. C'est quand il y a une personne mensuellement, et 800 euros, c'est quand les personnes logent à deux. Donc il y a une différence de prix, et c'est extrêmement intéressant. Et vous allez voir comment on l'utilise après. Il fallait prévoir environ 95% de taux de remplissage. Alors pourquoi on n'est pas à 100% sur ce genre de bien? C'est simplement parce que le hic et le problème numéro un des agents qui sont notamment en déplacement ou qui viennent faire des missions, on a un souci de, pas de turnover, mais on a un problème. Ils ne savent pas exactement des fois quand s'arrête leur mission et ça pose un problème à la fin. Et on peut louper une semaine, parfois deux, entre deux locataires. Donc ça, c'est problématique. On est en train de trouver des solutions pour pallier. C'est pas un manque de demande, c'est simplement un manque de précision dans le timing qui nous fait perdre ce 5%. Et ça, c'est dommage. Et on va tout faire pour résoudre ce problème. Alors, les chiffres de l'achat. Vous voyez à quel point on a réussi à négocier. On est sur un montant d'acquisition, frais d'agence inclus, de 31 000 euros. J'ai bien dit frais d'agence inclus. Donc c'est énorme, hein. C'était vraiment un tout petit bien. La personne voulait s'en débarrasser. On savait qu'elle voulait 25 000 euros. Donc ça a été, elle voulait absolument 25 000 euros net. Même si au départ, elle en voulait 20 000 de plus, on savait qu'on pouvait avoir cette grosse négociation. Donc c'était vraiment extrêmement intéressant. Les frais de notaire à 3 226 euros, travaux plus meubles 10 500 euros. Là, une nouvelle fois, hein, on a eu un montant de travaux aux alentours de 9 000 euros, il me semble. Clairement, c'est quelque chose. Ça aurait dû coûter plus cher si on n'avait pas été avec cet artisan-là. Mais bon, voilà, on en a bénéficié, tant mieux. C'était l'occasion de bien débuter. Sachez que là, il aurait fallu compter peut-être 5 à 6 000 euros de plus de travaux. Donc le total à financer, 44 726 euros, ce qui fait sur 20 ans une mensualité de 243 euros. Donc on a bien notre compteur eau, notre compteur EDF. Donc pas de problème. On est dans une agglomération qui contient maintenant 2000 habitants, située proche d'un secteur économique fort. Vous voyez, hein, je ne suis pas sur une grosse ville, mais plutôt dans une ville où on a un gros dynamisme. Ça, c'est aussi important à prendre en compte, cette notion. Passons au détail et loyer annuel prévisionnel. Donc là, on est sur ce qui s'est passé pour l'année. Il me semble que c'est vraiment l'estimation pour une année. Donc là, c'est ce que Sandrine elle avait fait sur cette année. Je me demande si c'est pas 2017 à vérifier. T2 par personne, T2 pour deux personnes. Donc toujours la même surface, toujours au rez-de-chaussée. Et les loyers estimés sont de 560 euros tout compris pour deux personnes et 800 euros s'il y a deux personnes. Sandrine, elle est partie beaucoup plus sur ce système-là, tout compris Wi-Fi, électricité, eau, parce qu'on avait beaucoup plus de demandes et qu'au final, en termes de rentabilité, étant donné que c'est une ville où l'eau n'est pas du tout chère et qu'elle a un bon abonnement au niveau de la Wi-Fi, c'est super intéressant. Donc du coup, elle était restée sur ce principe pour dégager un cash flow plus intéressant. Cette année-là, elle a fait que le T2 a été rempli à 95%, donc c'est bien en 2017, voilà, j'avais pas vu le chiffre, mais il est là, pourtant il est en jaune.
Les loyers estimés ont été de 595 euros, donc parce qu'elle a eu quelques semaines où elle a loué pour deux et la plupart du temps pour une seule personne, donc il y en a beaucoup qui aiment cette intimité, qui veulent être seuls. Donc elle a quand même fait une moyenne à 595 euros, soit 7140 euros hors charge à l'année. Maintenant, regardons un petit peu. Donc on reprend ce loyer prévisionnel hors charge à l'année. Elle a une taxe foncière qui est ridicule, je vous l'accorde, 108 euros. Donc ça, c'est génial aussi. C'est les villes un peu dynamiques et riches. On a souvent cette belle surprise. L'assurance propriétaire, 73 euros. Charge d'électricité au plus Wi-Fi à l'année, 1434 euros. Crédit immobilier sur 12 ans, 2928 euros. Soit un total de charge de 4543 euros. Ce qui fait que si on prend le loyer annuel prévisionnel et les charges, la différence est de 2597 euros. C'est bien le cash flow qui lui reste net après tous les frais et avant imposition, mais elle ne paye pas d'impôt puisqu'elle a un régime adapté, ce qui fait un cash flow de 216,42 euros. Je vous accorde que 216,42 euros, dit comme ça, c'est pas beaucoup. Mais je vous rappelle qu'on est sur un achat de biens immobiliers de 31 000 euros, frais d'agence inclus au départ. Et que Sandrine, à l'heure actuelle, elle ne l'optimise même pas énormément en termes de courte durée. Il y a vraiment un autre potentiel à exploiter. Bon, c'est un choix par rapport à la sérénité qu'elle n'a pas mis en place, il n'y a pas de souci. Mais regardez un petit peu quand même sur un emprunt, sur l'emprunt et sur un achat petit comme ça au départ, on se retrouve avec un cash flow de 216,42 euros mensuellement avec une maison qui est refaite nickel à neuf. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. L'opportunité Innovum, je vais en parler, c'est ici. Alors, en fait, c'est un site j'ai fait un article sur mon blog meublepapa.com. Oui, mon site c'est meublepapa.com. Je l'ai peut-être pas encore dit, je l'ai pas précisé dans la conclusion de cette vidéo, j'en parlerai. J'ai fait un article sur la moyenne durée. C'était plutôt un article invité de Claire, d'une autre blogueuse, qui parle de différentes choses. Et moi, j'ai rajouté ce paragraphe dans la moyenne durée sur l'opportunité Innovum. C'est un site en fait, qui s'est spécialisé pour l'hébergement en déplacement professionnel et qui est en train on va dire, de s'étaler sur toute la France, et c'est extrêmement intéressant. Ils ont beaucoup de partenariats avec des entreprises et ils permettent de louer votre bien soit à une personne en déplacement, soit à deux, soit à trois, soit à quatre, en fonction de la nature de votre bien, et ça peut être super intéressant. Je vous donne un exemple. Je connais moi quelqu'un, je sais plus, je crois que j'ai des exemples après là aussi, mais je vais vous donner un exemple oral qui me vient à l'esprit. Je connais quelqu'un qui a une maison proche d'une centrale nucléaire et d'une grosse entreprise. Alors je crois que c'est à côté de Lyon. Et oui, c'est à côté de Lyon. Alors je ne me rappelle plus du nom de l'entreprise, mais il y a la centrale nucléaire en tout cas. Et c'est une maison qui peut louer pour 8 personnes. Et je crois que l'entreprise Innovum lui loue jusqu'à 130 euros par personne. Donc faites le calcul, quand lui remplit à 8 personnes, même si c'est que 2 semaines et demie ou 3 semaines par mois. Il arrive, et en plus il y a une maison que pour lui est remboursée. Donc je vous raconte pas que rien qu'avec ce bien, il a un cash flow nécessaire pour vivre. Donc c'est juste pour vous donner un peu le pouvoir. Allez jeter un œil sur ce site, vous verrez, il y a vraiment beaucoup de biens. Il y a des semaines qui se font extrêmement chères. Alors ils prennent 16% pour s'occuper de tout, mais quand ils s'occupent de tout, c'est-à-dire qu'ils mettent votre annonce, ils s'occupent de trouver les locataires, ils les font rentrer, ils les font sortir. C'est un investissement, je ne sais plus comment il s'appelle, il doit s'appeler Pack Sérénité, à vérifier, hein, vous irez sur le site, hein, c'est pas un souci, ça va vous montrer plein de choses. Et il s'occupe de vous trouver les locataires, de vous les mettre dans votre logement, de faire le suivi. S'il y a un problème, c'est eux qui gèrent. Et vous avez un pourcentage qui est de 16%, il me semble. C'est le même pourcentage que prend Booking, sauf que Booking, il vous met juste votre annonce et il vous prend le pourcentage. À vous de trouver quelqu'un pour accueillir les personnes. Donc là, vous avez un pack sérénité global qui est extrêmement intéressant. Donc en fonction des régions dans lesquelles vous habitez, allez jeter un œil, regardez ce qu'ils vous font et n'hésitez pas à les appeler. Aussi, petite parenthèse, je crois qu'en ce moment, ils embauchent justement, donc ça peut être quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas, si vous contactez, vous pouvez dire que vous contactez de la part de Yann Margeau. Je n'ai rien à gagner, j'ai pas de partenariat, mais je connais très bien la fondatrice qui travaillait au niveau européen, dans les centrales nucléaires il y a quelques années et qui a développé ça. Et je connais aussi très bien le webmaster qui a fait ce site, puisque j'ai moi-même travaillé avec lui, je travaille encore avec lui. Donc n'hésitez pas à les contacter, vraiment, si vous voulez être propriétaire, si vous voulez être locataire, ou même si vous voulez trouver du travail, puisqu'ils sont en plein recrutement. Allez jeter un œil. Si vous les contactez, vous dites que vous appelez de la part de Yann Margeau. Ça changera peut-être rien, mais au moins ça vous donnera une identité pour arriver. Et je pense que si vous êtes propriétaire, ça peut vraiment valoir le coup d'y jeter un œil, en tout cas. Je vous ai mis un exemple, voilà, c'est ce qui me semblait. Donc regardez un petit peu les annonces comme elles sont présentées. Là simplement, regardez. Là on parle d'une semaine à 300 euros pour une personne. Alors là oui, d'ailleurs j'ai pris un exemple effectivement, ce qui m'avait marqué. 300 euros pour une personne.
Alors oui, il y a une petite erreur parce que c'est 300 € pour 2 personnes. Alors oui, si je pris un exemple où il y a une erreur, c'est pas grave. Donc simplement, là, eux, ce qu'ils présentent, c'est 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Donc vous savez que si les personnes, elles viennent à 2, elles paieront 300 €. Si elles viennent à 3, 350. Et si elles viennent à 4, 450. Et là, vous avez le montant pour une personne. Et je rectifie, ce n'est pas une erreur, effectivement, puisque j'en avais déjà parlé avec le webmaster. C'est pas une erreur, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas louer au-dessous un certain montant et ils proposent le même prix pour une personne que pour 2 personnes. Donc nous, c'est chose qu'on ne fait pas du tout, mais même si vous êtes à 200 € pour une personne et que les gars ils viennent à 2, ils savent qu'à 2 ils vont partager les frais, que ça va leur coûter moins cher. À 3 ça va être encore plus intéressant, et quand vous avez proposé jusqu'à 4 personnes, ça veut dire que vous avez au moins 4 chambres, 4 lits, et que les gars peuvent venir, et ils ont un espace extérieur, ils peuvent se faire un petit barbecue si on est l'été, et ça cartonne, ça fonctionne, et ça fait surtout du gros cash flow. Donc renseignez-vous, regardez de près, et si vous êtes proche de certains types d'entreprises, n'hésitez pas à meubler votre appartement en fonction. Voilà, c'est terminé c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des petites choses. Je reviens pas, je refais pas une conclusion générale, mais simplement vraiment prenez en considération tous ces éléments pour optimiser l'achat. Soyez sûr de vos stratégies, faites en sorte d'avoir vos stratégies bien posées, d'avoir vos calculs établis, de savoir ce que vous voulez, et j'ai envie de dire, de dominer l'échange si vous le faites dans un achat. Je ne dis pas d'être borné, d'être têtu, d'être désagréable, mais de bien dominer, de ne pas vous laisser, entre guillemets, embobiner par certains discours, puisque vous-même, vous savez exactement ce que vous pouvez faire. Donc c'est terminé, moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que j'ai une chaîne YouTube, Yann Margeau, que vous pouvez aller liker. Il y a des vidéos qui vont être intéressantes, surtout notamment sur LMNP. Il y en a plein d'autres, mais on a parlé de LMNP, donc vous aurez des informations qui vous seront utiles. J'ai un blog qui s'appelle meublerpasapa.com. Allez y jeter un œil aussi. N'hésitez pas à télécharger mon bonus gratuit si vous le voulez. Il y aura d'autres informations, vous aurez d'autres éléments. Et moi je vous dis à très bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo, peut-être pour un prochain article, peut-être par mail. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bons investissements.